L'invité de cette semaine, on le reconnaît tous, Monsieur Boniface. On est ici au musée de la Chalosse avec une exposition qui retrace votre vie rugbystique et celle de votre frère. C'est important pour vous de partager tous ces souvenirs? C'est d'autant plus important que c'est vraiment dans l'endroit où je suis né, où on a donné la vie. On est arrivé ici, et pour moi c'est un retour aux sources. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Revenir dans l'endroit où on est né, où on a vécu des moments de partage formidables, mais c'était des partages sincères, parce que jusqu'à 13-14 ans, on est tous les mêmes. On est tous des copains du village, on se retrouve. Et puis, je reviens ici, et là, je n'en retrouve pas beaucoup, parce qu'au-delà de 80 ans, il y en a beaucoup qui ont disparu, mais je reviens toujours avec le même plaisir. Et cette exposition à Montfort, je trouve que c'est la récompense de beaucoup de choses qu'on a données à ce village, et qu'on a donné avec un grand amour. On a donné sans partage. On partait jouer en Nouvelle-Zélande, on revenait, le premier endroit où on revenait, c'était à Montfort. On partait jouer en Angleterre le lundi. Mon père préparait les cannes à pêche, on allait pêcher dans le Louth, à Galmard, à Lourquin, partout. C'était notre point de ralliement. Et c'était l'endroit de notre détente. Retrouver le tourment d'une semaine de rugby qui prépare le dimanche après, parler du dimanche précédent, on était contents, les gens n'étaient pas contents. Tout ça, ça vous perturbe un peu, et ces moments de détente, ils étaient privilégiés, quoi. Et les moments de détente, c'est ici que je les ai trouvés. Quand j'étais petit, je venais chercher le lait ici, avec mon frère. Tous les soirs, on venait ici, en courant depuis le village. Et on faisait une course. On cassait une bouteille sur deux, c'était pas grave. Ma mère le savait, ça. Justement, puisqu'on parle de souvenirs, quel est le plus beau de votre carrière? Bien. Bon, le plus beau, je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est le jour où j'ai joué avec mon frère pour la première fois en club, dans mon club, et puis pour la première fois en match international. Et là, ça s'est passé en Nouvelle-Zélande, et on a fait profiter de ce moment à personne, en particulier à mon père qui était quelqu'un d'exceptionnel, qui a toujours une modestie à travers nous, qui nous a jamais dérangé, qui a toujours été exceptionnel. Et on était quand même à l'opposé, au bout du monde. Et on se disait, si papa pouvait être là, ça serait un moment pour lui mémorable. Je pense que les deux moments les plus importants, c'est quand Guy et moi on a commencé à jouer en club, et puis après quand on s'est retrouvés en match international. Êtes-vous toujours un passionné du rugby? Non, je suis moins. J'étais un passionné. La passion m'habitait. J'étais même un trop quelquefois, un peu excessif. Il faut être excessif pour arriver à trouver une bonne moyenne, à essayer de faire comprendre aux gens quelque chose. Mais là maintenant, honnêtement, je pense que le rugby français, il ne vaut pas le coup d'être excessif. Franchement, je ne vais pas faire de la nostalgie, mais on a perdu, on a fini avant-dernier, pour moi le tournoi des Nations, c'est pas les 6, l'Italie ne compte pas. On a fini dernier, on a pris 9 essais en Coupe du Monde. Plus personne n'en parle. Le top 14, c'est magnifique le top 14, parce qu'on l'a acheté. Les gens qui le vendent vont vous dire que c'est très beau. Moi je vendais les fringues, je n'allais pas vous dire que c'était vilaine. Vous voulez l'acheter, je vous la vendais avec plaisir. Les gens qui ont acheté le top 14, ils vont tous vous dire que c'est beau. Ce sont des copains à moi. Le patron du rugby de Canal+, c'est un copain à moi. Je sais qu'il vend très bien sa marchandise. C'est tout à fait normal, mais je suis souvent déçu. Il y a des moments qui me font plaisir, des attitudes de jeu. Mais par contre, il y a une équipe qui m'emballera toujours et que j'attends avec impatience pour samedi, par exemple, c'est la Nouvelle-Zélande. J'ai encore vu les juniors néo-zélandais, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une culture qui est fantastique. Et nous, on avait une petite culture du jeu que les Anglais ont baptisé le French Flair. C'est pas nous. Le mot French Flair, il n'est pas français. C'est pas nous qui avons dit. Les Français ont le French Flair. Et le French Flair, les Anglais, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Il n'existe plus. Et ça m'amène un peu de voir que les Anglais attaquent un peu plus que nous, envoient la balle à l'aile plus que nous. Pour vous, le French Flair, c'est devenu une légende? Ça n'existe plus, hein? Pas, hélas, pour moi, je le constate. Mais ce sont les gens qui l'ont baptisé comme ça, qui le décrètent. Ils décrètent. Les Français, c'est décevant pour eux. Même, ils sont assez gentils pour constater qu'ils le regrettent. Donc, ils étaient envieux de ce qu'on faisait. Et je pense que ça sera très difficile à rattraper. Voilà. Est-ce que d'après vous, justement, il y a un problème au niveau de la formation des joueurs? Complètement. Il y a la culture du jeune qui dure de 8 ans à 12 ans, qui doit être la même pour tous. Vous, à 8 ans, vous ne saviez pas comment vous alliez être à 17 ans. Moi non plus. Donc on se retrouve à 8 ans, de 8 ans à 12 ans, ils se retrouvent en Nouvelle-Zélande, tous. Ils sont prêts. Il n'y a pas de différence énorme de gabarit. Et tous les mecs apprennent la même chose. C'est-à-dire, vous allez devenir un pilier, mais de 8 ans à 12 ans, vous avez appris à faire les passes, vous avez appris à vous porter un soutien à quelqu'un, et après, ça vous reste durant toute votre carrière, à n'importe quel poste que vous jouiez. On est surpris quand on voit Reed
faire des passes, des passes par-dessus la tête. Quand on voit Rétalic partir le ballon à la main, tout ça c'est la culture de la jeunesse de 8 ans à 12 ans. Les bases, elles existent. Si vous rentrez en 6e, que vous foutez rien, que vous avez 0, vous ne pouvez pas continuer, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bac. Vous avez un moment où vous êtes bloqué, vous êtes arrêté. Et moi je compare ça à l'étude du rugby de 8 ans à 12 ans, où le gosse il est vachement réceptif, il apprend tout ce qu'on lui apprend, mais il faut bien l'apprendre. Ça, à mon avis, à ce moment, on passe totalement à côté, totalement. Je trouve que c'est dommage. Il y a un certain désamour de l'équipe de France aussi. Quels sont les problèmes? Le problème, c'est que on met des entraîneurs, on n'est pas content d'eux, on met un staff, on n'est pas content d'eux, enfin tout ça. Le problème, il est que la culture du rugby, du jeu français, elle a disparu. Alors, les gens, ils vous prennent au passage. Vous avez Mermoz que je pensais qu'il allait devenir fort, il est en train de plonger. Vous avez Trendu, je pensais beaucoup de bien de lui, je ne le revois plus. Tout ça, c'est le moment où le cloison doit se faire et qu'il a plus dur. Et les gens, au contraire, au lieu d'exploser, de donner une identité au jeu, ils s'enfoncent, ils s'enfouissent dans la médiocrité. Je trouve que c'est très dommage parce que les qualités du joueur français, elles sont les mêmes que les nôtres. Moi, je pense que Trenduc, il est comme moi, Mermoz est comme moi. J'étais avec Arter il y a 15 jours. Il m'arrive, il n'est même pas aussi grand que moi. Il pèse 5 kilos de moins que ce que je pesais quand je jouais. Alors, ne parlons pas de phénomènes, parce que les phénomènes, on peut en trouver. Mais ce n'est pas pour passer des balles, c'est pour rentrer dedans. Et rentrer dedans, c'est plus facile que donner un ballon. Il faut vous dire ça. Construire un mur, c'est difficile. Le démolir, c'est pas difficile. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous font quand même, je ne vais pas dire rêver, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui vous emballent encore un peu aujourd'hui? En France? Oui. Il y aurait... C'est pas dans les 3 quarts. Non, c'est droit. J'aime bien l'attitude souvent de Picamol, qui est un bon joueur, qui passe la ligne davantage, qui souvent ne fait pas la passe parce qu'il n'a pas de soutien souvent. Parce que le Français, il oublie d'aller au soutien. Il regarde, et puis il s'aperçoit qu'il n'est pas allé à l'endroit où il fallait être. Il y a Picamol qui me plaît, il y a peut-être... J'aime bien le talonneur, le petit de Toulon. Guirado. Bon joueur de rugby, qui a envie. On le sent, le bonheur sur lui. Les joueurs, il faut qu'ils soient joyeux. On n'a pas beaucoup de joueurs joyeux dans l'équipe. C'est le visage qui reflète le bonheur. Ça compte, ça. Vous êtes le symbole du club de Mont-de-Marsan. Est-ce que ce club à petit budget peut continuer à perdurer en Pro D2 et même s'immiscer dans les demi-finales comme ça se fait? Ce club a une âme. Il a une âme. Attends, ils l'ont prouvé encore avec les espoirs. Les espoirs, oui. Ils ont gagné le championnat de France Espoir. Espoir, c'est un mot formidable. Ça ne peut pas être plus beau. Ils ont gagné ça avec une identité de jeu j'ai lu dans la presse. Ils ont respecté l'identité du jeu à la montoise, tout ça. Tout ça, ça me fait plaisir. Moi, j'ai qu'une idée qui m'embêterait, c'est que l'identité du jeu de Mont-de-Marsan fiche le camp avec le rugby actuel, quoi. Je veux que Mont-de-Marsan reste une identité du jeu qu'on a peut-être apporté il y a 60 ans. Quand même. Je suis arrivé à 17 ans dans ce club. L'autre club associé à votre nom, c'est ici, c'est Montfort. Vous avez débuté ici. Ouais. C'est important pour vous, on vous a vu un match de rugby amateur. C'est important pour vous de garder un pied dans ce rugby? Je regarde 2 résultats le lundi quand je prends le journal. Mont-de-Marsan, je le connais, mais Montfort. Et quand j'écris dans Midi Olympique pendant 17-8 ans, je mettais en bas Montfort a gagné, Montfort. Je mettais pas très facilement Montfort a perdu. Mais je gardais la dernière phrase pour mon club de cœur, qui est quand même le club où je suis né, quoi. Voilà, c'est très important. D'ailleurs, comment vous êtes venu au rugby dans ce village ici? Ici, si vous n'êtes pas aveugle, cul de jatte, si vous ne manquez pas un bras, vous êtes obligé d'aller jouer au rugby. Et mon père avait acheté la maison la plus près du stade. On ne peut pas être plus près. De ma maison, on voit les poteaux du rugby, du stade, je ne sais pas si vous le savez, on voit les poteaux du stade. Le terrain, c'était notre jardin. En rentrant de l'école, on ne rentrait pas directement à la maison, on passait au stade, on posait le cartable, et ma mère nous appelait, on était à 100 mètres. Voilà. Donc, je suis né dans le rugby, mes parents, mon père n'était pas sportif, ma mère non plus, mon grand-père non plus, on ne sait pas comment c'est venu, mais bon, c'est quelque chose qui est tombé du ciel sur notre maison, on ne sait pas comment. Cet esprit de jeu, quand on est enfant, vous disiez, vous passez par le stade avant d'aller à la maison, ouais. Ça s'est perdu, vous pensez aujourd'hui? Oui, complètement. Ouais. Le terrain, il n'est pas, personne n'y va, il n'est pas fermé en plus. Elle est ouverte, les jeunes n'y vont pas. Alors avant qu'on ait le terrain à cet endroit, on avait la place, on avait des écoles au fond et la place au milieu, on jouait sur la place, sur le gravier, c'était des moments de bonheur. Voilà. Mais on n'avait pas de ballon de rugby. Il y a cette anecdote le premier justement. Ballon, voilà.
J'allais vous la faire raconter, cette anecdote de l'instituteur. Le premier ballon de rugby, c'est un copain à moi qui l'a eu. Parce que son père lui avait dit, si tu es premier en dictée, je t'achèterai un ballon de rugby. Il faisait 15 fautes en moyenne par dictée. Et en passant, on avait dit, si un tel, je ne dis pas le nom, à 19 sur 20 en dictée, son père lui avait offert un ballon. Et l'instituteur, qui était d'une intégrité exemplaire, il a dû même pas corriger la dictée, il a dû mettre 19. Et on a eu ce ballon, c'est qui a été le premier. Ce n'était pas le plus adroit, celui qui a eu le ballon. Après, c'était un vrai assez maladroit d'ailleurs. Et c'est pas grave. On parlait du rugby actuel qui vous déplaît. Il y aura des élections à la tête de la fédération. Ça vous intéresse? Ça peut changer quelque chose? Ou vous pensez que non, c'est peine perdue, on est déjà trop dans le mauvais chemin? Bon, je pense qu'on devrait retrouver la culture des Anglais. Je pense que Blanco, il aurait assez de personnalité. Rugbyistiquement, il est mondialement reconnu. Il faudrait qu'il s'entoure de quelques personnes. J'étais avec lui encore il y a 8 jours. Alors il a fait un article mais qui est un peu cafouilleux. Il me plaît, mais il ne me plaît pas tout à fait, parce qu'il ne prend pas quand même des décisions énergiques. Mais moi, à mon avis, l'homme qui pourrait sauver le rugby, apporter encore tout ce qu'il a apporté quand il jouait, parce qu'il a ressenti ça, en s'entourant de gens disponibles qui peuvent l'aider, je pense que c'est Serge Blanco. C'est rien, c'est personne d'autre. À mon avis, les autres, ils vont passer comme tous les présidents sont passés depuis que je connais le rugby. Grabos de Saint-Sauvé, etc. Bon, tout ça, le président, c'était rien. Dernière question. On va rester un peu dans le coin. Ils ont été en plus, ils montent en top 14. Vincent Etcheto, à chaque fin de match, même quand il gagnait, il dit qu'il ne se soucie pas que du score, il se soucie de la prestation, que ça joue bien. C'est important pour vous d'avoir des entraîneurs à ce niveau-là, professionnels. Ça, c'est beau. Il le dit presque chaque match. J'aimerais parler avec lui pour qu'il me dise tout ça. On va organiser ça alors. Mais tant qu'il n'est pas en top 14, il y est, ils y sont. Ils y sont. Et tant qu'ils gagnent, tant qu'ils ne perdent pas, ça ira très bien. Mais le jour où ils vont perdre, il va se faire massacrer comme tout le monde. Ça, c'est sûr. Là, après, le langage, il est dur à tenir quand on dit on s'en fout pourvu qu'on joue bien, qu'on s'amuse, qu'on chante, qu'on boive un coup. Je l'ai lu, je le lis ce qu'il dit. Mais ça, les gens ne lui reprocheront pas tant qu'ils gagneront. Mais le jour où ils vont perdre, les gens, ils n'auront aucune indulgence autre personne. Bien que Bayonne, ce soit mon club préféré, depuis ma jeunesse. J'ai signé à Bayonne, j'avais 20 ans, je ne suis jamais parti. J'étais maintenu dans l'armée, je suis resté 50 ans de plus à Mont-de-Marsan. Ça a été un tournant dans ma vie. Mais Bayonne, c'était le club de Dorgé, c'était un stade magnifique sur lequel on pouvait jouer, faire des passes croisées, des renversements. Et c'était mon club préféré toute ma vie. Donc je regarde avec plaisir Bayonne, mais je voudrais qu'Etcheto, quelquefois, il pense que ça va être difficile pour lui. Voilà. Bon, mais merci beaucoup, M. Boniface. Avec plaisir. Et j'invite tout le monde à venir à cette exposition. Merci.